Un soir en 1993, une jeune femme de ménage ne se présenta pas chez les employeurs chez lesquels elle travaillait. Ses employeurs supposèrent qu'elle avait trouvé un autre emploi ou qu'elle était partie. On ne l'entendit plus jamais. Puis 5 ans plus tard, des ouvriers travaillant sur un sentier de randonnée découvrirent des indices tellement horribles que les autorités furent immédiatement appelées. Miguel Santos sentit les dents de l'excavatrice accrocher quelque chose de solide sous la terre. Le soleil du matin projetait de longues ombres sur le parc Griffith alors qu'il éteignait le moteur et descendait de la cabine. Son équipe préparait un nouveau sentier près de l'observatoire. Et après 20 ans à travailler avec des machines lourdes, il savait faire la différence entre une roche et autre chose. Il attrapa une pelle dans le camion et commença à creuser à l'endroit où le godet s'était arrêté. La terre se dégagea facilement jusqu'à ce que sa lame frappe quelque chose de blanc et lisse. Miguel tomba à genoux et enleva la terre avec ses mains. Un crâne humain le regardait. « Jésus-Christ » murmura-t-il, reculant précipitamment. Il sortit son téléphone portable de ses mains tremblantes et composa le 911. 2 heures plus tard, la zone bourdonnait d'activité. Des bandes jaunes délimitaient un rayon de 6 mètres autour du site d'excavation. Les techniciens de la scène de crime se déplaçaient méthodiquement dans la terre, photographiant et répertoriant chaque fragment qu'ils découvraient. La détective Anna Rivas se glissa sous la bande et se dirigea vers le site de l'enterrement. Elle portait un pantalon sombre et une veste en cuir, ses cheveux noirs tirés en queue de cheval, mettant en évidence les boucles d'oreilles argentées que sa fille lui avait offertes à Noël dernier. Les restes étaient partiellement exposés dans la fosse peu profonde, enveloppés dans une bâche plastique qui s'était détériorée, autrefois transparente, maintenant grise et cassante. « Qu'avons-nous » demanda-t-elle à l'agent Martinez, le premier sur place. « Un ouvrier de la construction les a trouvés vers 7 heures ce matin. On dirait qu'ils sont là depuis un moment. » Martinez pointa les os. Le médecin légiste dit que c'est une femme, probablement un jeune adulte. Anna s'agenouilla près des restes, veillant à ne pas déranger les marqueurs de preuve. L'emplacement la dérangeait. Cet endroit se trouvait à au moins 800 mètres de toute route ou aire de stationnement, caché derrière une broussaille dense et des chênes mûrs. Quelqu'un avait choisi cet endroit délibérément. Le docteur Patricia Kim, l'anthropologue médico-légal, s'approche portant une mallette métallique. Femme, environ 20 à 30 ans d'après le développement osseux. Elle a allé là depuis au moins 4 ans, probablement 5 ou 6. La bâche a aidé à préserver certains tissus mous, mais la plupart sont décomposés. Le docteur Kim désigna le crâne. Traumatisme crânien sur la région occipitale. Cette femme a été tuée. D'après la structure osseuse et les mesures pelviennes, c'est une femme hispanique, milieu de la vingtaine, d'une taille d'environ 1,63 m au moment du décès. D'après la décomposition et l'état des fragments de vêtements, je dirais qu'elle est morte il y a 5 ans, calcula Anna dans sa tête. 5 ans auparavant, celui ou celle qui avait fait cela pensait avoir enterré son secret assez profondément pour qu'il ne refasse jamais surface. « Il y a autre chose », dit le docteur Kim en pointant les mains de la victime. « Il y a de la matière séchée sous plusieurs ongles. Ça pourrait être du sang, ça pourrait être des cellules de peau. Si elle s'est défendue, on pourrait obtenir de l'ADN de son agresseur. » Anna ressentit la première lueur d'espoir qu'elle ait eue depuis son arrivée sur la scène. Des preuves ADN pourraient bien faire éclater l'affaire, à condition qu'ils trouvent un suspect à comparer. « Combien de temps avant de pouvoir traiter les échantillons ?» demanda-t-elle. « Donne-moi 48 heures pour les résultats préliminaires. L'analyse complète prendra plus de temps. » Anna observa les os, notant la manière dont ils avaient été soigneusement enveloppés. « Des effets personnels ?»« 2 objets, » répondit le docteur Kim, en la conduisant vers une table d'évidence où les techniciens avaient disposé leur découverte. Un abonnement de bus de 1993, trop détérioré pour être lu complètement. Et ceci, elle souleva un sac en plastique contenant un médaillon en argent terni. À travers le matériau transparent, Anna distingua une gravure sur le devant. Embel Duarte. Anna fit le tour du périmètre de la scène de crime, observant le terrain. Le site de l'enterrement se trouvait dans une dépression naturelle entourée de buissons épais. Aucun sentier de randonnée ne venait à moins de 200 mètres. Celui qui a fait ça connaissait bien la zone, dit-elle à Martinez. C'était planifié. Elle tourna le regard vers la ville qui s'étendait en contrebas. Le centre-ville de Los Angeles brillait au loin, ses tours de verre réfléchissant le soleil du matin. Là, quelque part, des gens menaient leur vie normalement.
sans savoir qu'une jeune femme reposait oubliée dans ces collines depuis des années. Anna pensa à tous les cas de personnes disparues qui passèrent sur son bureau. Combien étaient comme celui-ci? Des gens qui disparaissaient sans que personne ne dépose de plainte. Des travailleurs sans papier, des fugueurs, ceux qui vivaient aux marges de la société, des gens dont l'absence passait inaperçue aux yeux de ceux qui pourraient appeler la police. Anna poussa les lourdes portes vitrées du bâtiment du quartier général de la LAPD. Les photos de la scène de crime du matin étaient déjà téléchargées dans la base de données du département. Mais elle devait rechercher des dossiers existants avant d'aller plus loin. La division des enquêtes criminelles bourdonnait de son activité habituelle. Anna s'assit à son bureau et se connecta à la base de données des personnes disparues, entrant Marbel Duarte dans le champ de recherche. Aucun résultat trouvé. Elle essaya des variations. Maria Duarte, Mayor Duarte et même juste Duarte, avec une plage de date de 1993. Chaque recherche revenait vide. Elle élargit les paramètres pour inclure tous les rapports de personnes disparues déposés entre 1992 et 1995 concernant des femmes latinas dans la vingtaine. Des dizaines de cas s'affichèrent à l'écran, mais aucun ne correspondait à la victime. Anna parcourut photographie après photographie de jeunes femmes disparues sans laisser de traces. Certains cas avaient été classés lorsqu'elles étaient rentrées chez elles. D'autres restaient ouverts, sans nouvelles pistes depuis des années. Le détective Ray Morrison se pencha par-dessus son épaule, une tasse de café à la main. Nouvelle affaire, un corps trouvé ce matin à Griffith Park. Jeune latina morte depuis environ 5 ans. Anna tourna l'écran pour qu'il puisse voir les résultats de la recherche. Le problème, c'est que personne n'a jamais signalé sa disparition. Ray fronça les sourcils. Personne? Famille? Amis? Employeur? C'est ce que je dois découvrir, répondit Anna. Elle ferma la base de données et ouvrit une nouvelle fenêtre de navigateur. Tout ce que j'ai, c'est un nom sur un médaillon. Anna passa les 3 heures suivantes à fouiller les archives de la ville. Le fragment du pass de bus montrait un texte partiel, métro, et ce qui ressemblait à 1993. Un pass de bus expiré ne l'aiderait pas à identifier la victime, mais il pourrait fournir des indices sur l'endroit où elle vivait ou travaillait. Elle appela la Metro Transit Authority et parla à une responsable des archives nommée Janet Phillips. Après avoir expliqué la nature de son enquête, Janet accepta de chercher dans leur base de données les employés nommés Marbel Duarte, qui avaient travaillé pour la compagnie au début des années 1990. « Je ne trouve pas d'employé avec ce nom, » dit Janet, « mais laissez-moi vérifier autre chose. Nous conservons les informations de contact d'urgence pour les détenteurs de passes qui enregistrent leurs cartes. C'est une longue chance pour quelque chose d'aussi ancien, mais ça vaut le coup d'essayer. » Anna attendit pendant que Janet fouillait dans les archives plus anciennes. À l'extérieur de sa fenêtre, le soleil de l'après-midi projetait de longues ombres sur le garage où elle avait laissé sa Crown Victoria non marquée. « Attendez, j'ai trouvé quelque chose, » dit Janet. « Nous avons un abonnement enregistré au nom de Marbel Duarte en 1993. L'adresse est à Highland Park. Le contact d'urgence est Carmen Duarte. Même adresse. » Anna prit un stylo et nota l'information. L'adresse de Highland Park menait à un petit immeuble sur l'avenue 50, peint en jaune pâle avec des barres de sécurité en fer aux fenêtres du rez-de-chaussée. Anna se gara de l'autre côté de la rue et observa le quartier. Des petites maisons et des immeubles d'appartements bordaient les 2 côtés de la rue, beaucoup avec des jardins bien entretenus et des jouets d'enfants éparpillés dans les cours. Elle s'approcha de l'immeuble et vérifia les boîtes aux lettres à l'entrée. Anna sonna à la cloche du gestionnaire de l'immeuble. Un homme âgé ouvrit la porte en portant un sous-vêtement taché et une canette de Coca-Cola à la main. « Vous vendez quelque chose ?» Anna montra son badge. « LAPD. Je cherche des informations sur une ancienne locataire. Marbel Duarte. Elle vivait ici en 1993. » L'expression de l'homme devint méfiante. « Immigration. Homicide. Marbel est morte. J'essaie de prévenir sa famille. » Son hostilité se transforma en inquiétude. « Que s'est-il passé? Quand l'avez-vous vue pour la dernière fois? » Ça doit être à la fin de 1993. Elle partageait l'appartement 2B avec 2 autres filles. Un jour, elle a simplement disparu. L'autre fille a dit qu'elle était probablement retournée au Mexique ou qu'elle avait trouvé un travail ailleurs. Il secoua la tête tristement. « Beaucoup de gens vont et viennent ici.
Je n'ai jamais pensé à appeler la police. Anna sortit un petit carnet. Vous vous souvenez des noms des colocataires? Une s'appelait Rosa, quelque chose comme ça. L'autre fille, je l'oublie, mais Rosa vit toujours dans le quartier. Elle travaille au marché de Figueroa. Anna trouva Rosa Hernandez en train de stocker des produits frais dans une petite épicerie à 6 pâtés de maison de l'ancien immeuble. Quand Anna lui montra son badge, le visage de Rosa pâlit, mais elle se détendit légèrement lorsqu'Anna expliqua qu'elle enquêtait sur la mort de Marbel et non sur son statut d'immigration. Marbel était mon amie, dit Rosa en posant une boîte de tomates. C'était une fille bien. Elle travaillait dur, elle envoyait de l'argent à sa famille. Lui a-t-elle jamais parlé de quelqu'un qui lui faisait peur? De problèmes avec un petit ami ou un employeur? Non, rien de tout ça. Elle était heureuse ces derniers mois. Elle a dit qu'elle avait trouvé un bon travail avec une famille gentille à Berre. Il l'a payée mieux que l'hôtel où elle nettoyait des chambres avant. Elle avait une sœur, Rosa continua. Carmen, la plus jeune, peut-être 16 ou 17 ans. Ensuite, Marbel travaillait pour la faire passer au lycée. Savez-vous comment je peux trouver Carmen? Rosa regarda autour d'elle nerveusement, puis baissa la voix. La dernière fois que j'ai entendu parler d'elle, elle travaillait dans un restaurant en centre-ville. Un endroit appelé El Centro, près du Civic Center. Mais c'était il y a quelques années. El Centro occupait un petit local sur Spring Street. Anna poussa la porte d'entrée et se retrouva dans une petite salle à manger, remplie de l'odeur de viande grillée et de tortillas fraîches. Une femme d'une vingtaine d'années s'approcha, portant des menus. Table pour une personne? Demanda la femme en anglais avec un accent. Anna sortit son badge au lieu de prendre les menus. Je suis la détective Riva, LAPD. Êtes-vous Carmen Duarte? La femme se figea, les menus serrés contre sa poitrine. Qu'est-ce qui se passe? Que s'est-il passé? Y a-t-il un endroit où nous pourrions parler en privé? Carmen conduisit Anna à travers la salle à manger jusqu'à un petit bureau derrière la cuisine. Elle ferma la porte et se tourna, la peur évidente dans ses yeux sombres. C'est à propos de ma sœur? Il s'est passé quelque chose à Mbel? Anna avait annoncé des décès des centaines de fois au cours de sa carrière, mais cela ne devenait jamais plus facile. Elle fit signe à Carmen de s'asseoir sur la seule chaise derrière le bureau. Carmen, je suis désolé de devoir vous dire ça. Nous avons trouvé les restes de votre sœur ce matin à Griffith Park. Elle est morte depuis environ 5 ans. Carmen fixa Anna un long moment, comme si son esprit ne pouvait pas traiter les mots. Puis son visage se contracta et elle se plia en avant, sanglotant avec la douleur brute de l'ignorance pendant des années. Je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, dit Carmen à travers ses larmes. Mumbel ne disparaîtrait jamais comme ça. Elle ne m'aurait jamais laissé. Anna attendit que la première vague de chagrin passe avant de poser des questions douces. Carmen confirma que Mbel avait 26 ans lorsqu'elle avait disparu en octobre 1993. Elle travaillait comme femme de ménage pour une famille riche à Berre et semblait plus heureuse que jamais. Elle économisait de l'argent pour ramener leur mère du Mexique et pour me faire passer à l'école. Carmen expliqua que son nouveau travail était bien payé et que la famille était bonne avec elle. Elle dînait même parfois avec eux. A-t-elle jamais mentionné le nom de la famille? Carmen s'essuya les yeux avec un mouchoir qu'Anna lui avait donné. Elle faisait attention à ça. Elle a dit qu'ils tenaient à leur vie privée, mais elle a dit que l'homme travaillait dans l'immobilier. Mbel semblait-elle inquiète pour quelque chose avant de disparaître? Non, c'est justement ça. Elle était excitée pour l'avenir pour la première fois depuis notre arrivée ici. Elle a même acheté de nouveaux vêtements et suivait des cours d'anglais le soir. La voix de Carmen se brisa à nouveau. Elle voulait s'améliorer pour obtenir un meilleur poste un jour. Carmen se dirigea vers une petite fenêtre qui donnait sur la rue animée. La dernière fois que je lui ai parlé, c'était le 14 octobre 1993, un jeudi soir. Elle a appelé pour dire qu'elle travaillerait tard le lendemain parce que la famille faisait une soirée dîner. Elle avait l'air heureuse au téléphone. Elle a dit qu'elle pourrait obtenir un bonus pour avoir travaillé des heures supplémentaires. Elle allait utiliser l'argent pour m'acheter des vêtements pour l'école. Carmen se tourna vers Anna, les larmes coulant à nouveau. Elle n'est jamais revenue. Que faisiez-vous quand elle ne rentrait pas? J'ai attendu tout le week-end. Lundi, je suis allé à son ancien travail à l'hôtel. Mais ils ont dit qu'elle avait démissionné des semaines plus tôt pour travailler pour cette autre famille. Je ne savais pas comment retrouver ses nouveaux employeurs. J'avais seulement 17 ans et j'avais peur d'appeler la police. Carmen s'arrêta. « Je comprends », dit Anna. Carmen acquiesça.
Rosa et les autres filles disaient que Embel avait probablement été expulsée ou qu'elle avait trouvé un travail dans une autre ville. Ça arrivait tout le temps aux gens. J'ai continué à espérer qu'elle m'appelle ou qu'elle envoie une lettre, mais rien n'est jamais venu. Anna observa le visage de Carmen, voyant 5 ans de chagrin et de culpabilité non résolus. Carmen, je veux que vous sachiez que nous allons retrouver celui qui a fait ça à Embel. Mais j'ai besoin de votre aide. Réfléchissez bien. A-t-elle jamais mentionné quelque chose de spécifique à propos de la famille pour laquelle elle travaillait? Leur quartier, le type de maison, quelque chose qui pourrait m'aider à les identifier? Carmen resta silencieuse pendant plusieurs minutes, fixant la circulation qui passait dehors. Finalement, elle se tourna de nouveau vers Anna. Il y a une chose. Elle a dit qu'ils avaient une piscine en forme de rein et qu'elle pouvait voir le panneau Hollywood depuis le jardin. Elle pensait que c'était la chose la plus belle au monde. Anna sentit son pouls s'accélérer. Dans une ville comme Los Angeles, ces détails pourraient suffire à identifier la maison exacte où Mbel avait travaillé et où elle était morte. Anna passa 3 heures ce soir-là à croiser les registres de propriété à Bear. Elle a identifié 12 adresses possibles et a finalement trouvé celle qu'elle cherchait. Je t'ai trouvé. Le lendemain matin, elle se rendit à Bear. L'adresse la conduisit sur une route privée sinueuse menant à un imposant manoir de style Tudor, situé derrière des grilles en fer forgé. Anna se gara devant la grille et appuya sur le bouton de l'interphone. Une voix de femme répondit après plusieurs sonneries. « Oui, ici le détective Honor Rivas, LAPD. J'ai besoin de parler à monsieur et madame Delca au sujet d'une ancienne employée. » Une longue pause. « Quel genre d'employée ? » Une femme de ménage qui a travaillé ici en 1993. C'est dans le cadre d'une enquête sur un homicide. La grille bourdonna et s'ouvrit. Geneva Deaca ouvrit elle-même la porte d'entrée, surprenant Anna, qui s'attendait à être accueillie par le personnel actuel de la maison. « Détective Rivas, entrez. Je dois dire que c'est assez inattendu. Votre mari est-il disponible? J'aimerais parler avec vous deux. » Bien sûr, Charles est dans son bureau. Je vais le chercher. Geneva s'excusa et partit, laissant Anna seule pour observer la pièce. Une photo attira son attention. Geneva et Charles se tenaient en tenue formelle avec une troisième personne, un homme latino dans un costume sombre qui semblait avoir la cinquantaine. Il se tenait légèrement derrière le couple, dans une posture typique d'employé, mais sa présence dans une photo de famille semblait significative. « Détective Rivas », appela Geneva en revenant avec un grand homme qui se déplaçait avec l'attitude confiante de quelqu'un habitué à être en charge. Charles Delcois avait des cheveux argentés et portait un costume coûteux, bien qu'il soit chez lui un vendredi après-midi. « Merci de me recevoir, » dit Anna, en serrant fermement la main de Charles. « J'enquête sur la mort d'une jeune femme nommée Marbel Duarte. Nos archives indiquent qu'elle a travaillé ici en tant que femme de ménage en 1993. » Charles et Geneva échangèrent un regard avant que Geneva ne réponde. « Embel! Oh mon Dieu! Que lui est-il arrivé? Elle a été tuée. Nous avons retrouvé ses restes à Griffith Park hier. » Le choc sur le visage de Geneva semblait sincère. Elle s'affaissa dans une des chaises antiques et posa une main sur sa poitrine. C'est terrible. C'était une si gentille fille. Charles se plaça derrière la chaise de sa femme, posant une main protectrice sur son épaule. « Détective, je ne suis pas sûr de combien nous pourrons vous aider. Cela fait 5 ans et nous avons eu plusieurs femmes de ménage depuis. Je comprends, mais tout ce dont vous vous souvenez pourrait être utile. Quand Embel a-t-elle travaillé ici pour la dernière fois? » Geneva leva les yeux vers son mari. « C'était à l'automne 1993, n'est-ce pas? Elle a simplement arrêté de venir un jour. Nous avons supposé qu'elle avait trouvé un autre poste ou qu'elle avait des problèmes d'immigration. Avez-vous signalé son absence à une agence? » « Nous n'utilisions pas d'agence, » dit Charles. « Embel a été recommandée par quelqu'un du country club. Quand elle ne s'est pas présentée, nous avons juste supposé qu'elle avait déménagé. Cela arrive fréquemment avec les employés de maison. » Anna nota la manière détachée avec laquelle Charles écartait la disparition de Marbel. « Pouvez-vous me parler de sa performance au travail? Y a-t-il eu des problèmes ou des conflits? » « Aucun du tout, » répondit Geneva rapidement. « Elle était merveilleuse, travailleuse, ponctuelle, digne de confiance. En fait, je me suis beaucoup attaché à elle. » La voix de Geneva se brisa légèrement. « Elle me rappelait la femme de ménage de ma grand-mère quand j'étais enfant. »
Anna tourna son attention vers Charles qui s'était déplacé près de la fenêtre et regardait le jardin. Monsieur Delcourt, aviez-vous beaucoup d'interactions avec Mbel? Charles se tourna et Anna remarqua des perles de sueur sur son front, malgré la température fraîche dans la pièce. Pas vraiment. Je laissais généralement les arrangements domestiques à ma femme. Mais vous l'auriez vue régulièrement puisqu'elle travaillait ici plusieurs jours par semaine. Oui, bien sûr. Elle semblait être une jeune femme sympathique. Charles desserra légèrement sa cravate. Détective, y a-t-il une raison particulière pour laquelle vous vous concentrez sur notre foyer? Après tout, quelqu'un dans sa position aurait interagi avec beaucoup de gens. La défensive dans le ton de Charles fit sonner des alarmes dans l'esprit d'Anna. D'après son expérience, les personnes innocentes veulent généralement aider les enquêtes policières, et non les détourner. J'essaie simplement de reconstituer une chronologie des dernières activités connues de Marbel. Vous souvenez-vous de la date exacte à laquelle elle a travaillé ici pour la dernière fois? Le 15 octobre, dit Charles soudainement. Puis il sembla regretter sa précision. Je veux dire, je pense que c'était autour de cette date, un vendredi. Anna prit note. Vous semblez certain de cette date, monsieur Delca. Elle m'a marqué parce que nous faisions une soirée dîner ce week-end-là, et Geneva était contrariée que Mbel ne soit pas venu l'aider à préparer. Geneva hocha la tête. C'est exact. J'ai dû me dépêcher de tout préparer sans son aide. Anna continua de poser des questions à Charles sur ses interactions avec Marbel. Ses réponses devenaient de plus en plus vagues et évasives. Des taches de sueur apparurent sous les bras de sa chemise coûteuse, et il jetait des regards furtifs vers la porte, comme s'il envisageait une issue de secours. Finalement, Anna décida d'adopter une approche plus directe. « Monsieur Delcourt, je dois vous poser une question sur la nature de votre relation avec Marbel Duarte. Je ne comprends pas ce que vous sous-entendez. » « Je ne sous-entends rien. » Charles ouvrit la bouche pour nier, mais sembla se dégonfler. Il marcha jusqu'à l'autre bout de la pièce et fixa une autre photo de famille pendant un long moment. « Charles, » dit la voix de Geneva, empreinte d'avertissement. Charles se tourna pour faire face aux deux femmes, son visage rougi par la honte et la peur. « Je dois vous dire la vérité. Oui, j'ai eu une relation personnelle avec Marbel. Nous étions impliqués. » Le silence qui suivit était suffisamment lourd pour écraser les meubles coûteux qui les entouraient. Le visage de Geneva devint blanc, puis rouge, passant par des émotions trop rapides pour qu'Anna puisse les lire. Ça a commencé quelques mois après qu'elles aient commencé à travailler ici. Elle était belle et gentille, et j'étais seul. Geneva passe tellement de temps avec ses œuvres caritatives et ses obligations sociales. Geneva se leva lentement, ses poings serrés. « Comment as-tu pu? Dans notre maison, avec quelqu'un en qui nous avions confiance. Genève, je n'ai jamais voulu que cela arrive. » « Arrête !» La voix de Geneva coupa son explication. « Arrête de parler. Madame Delca, je sais que c'est difficile, mais je dois poser la question. Avez-vous eu des soupçons sur la relation de votre mari avec Marbel ?» Geneva resta debout, son corps tout entier rigide de trahison. « Aucun. Je pensais qu'elle était merveilleuse. Je lui ai même donné quelques-unes de mes vieilles bijoux. » L'ironie de la déclaration sembla frapper Geneva alors qu'elle parlait. « Je n'arrive pas à y croire. » « Charles, que s'est-il exactement passé le 15 octobre 1993 ?» demanda Anna. Charles s'effondra dans une chaise et mit sa tête dans ses mains. « Nous avions prévu de nous retrouver plus tard ce soir-là, après les préparatifs du dîner. Mais elle ne s'est jamais présentée à notre endroit habituel. Où était-ce? Un petit hôtel à Beverly Hills. Nous nous y rencontrions une fois ou deux par semaine. » Charles regarda Geneva, dont le visage restait de pierre. « Quand elle ne s'est pas présentée, j'ai supposé qu'elle avait eu un doute ou décidé de tout arrêter. Je n'ai jamais imaginé qu'il lui était arrivé quelque chose de grave. » Anna observe le langage corporel de Charles. Sa honte et sa peur semblaient authentiques, mais quelque chose dans son histoire ne semblait pas complet. « Avez-vous essayé de la contacter lorsqu'elle ne s'est pas présentée? » « J'ai appelé la maison, mais Geneva a dit qu'elle n'était pas venue travailler ce jour-là non plus. Je pensais qu'elle avait simplement décidé de disparaître. Et vous n'avez pas pensé à la chercher, à signaler sa disparition? » Charles écarqua les bras, impuissant. « Comment aurais-je pu? J'aurais dû expliquer notre relation, mon mariage, mes affaires. Tout aurait été détruit. » Anna se tourna de nouveau vers Geneva, dont la colère maîtrisée était plus effrayante que si elle avait hurlé et jeté des objets. « Madame Delcourt,
Pouvez-vous justifier votre présence la soirée du 15 octobre? J'étais ici, à préparer notre dîner, comme je l'ai dit. Nous avions 12 invités qui venaient le lendemain soir. La voix de Geneva resta calme, mais ses jointures étaient naines blanches là où elle tenait le dossier de sa chaise. J'ai passé toute la soirée à cuisiner et à arranger les fleurs, me demandant pourquoi ma femme de ménage m'avait abandonné à un moment aussi important. L'ironie amère dans la voix de Geneva la rendait claire. Elle comprenait maintenant pourquoi Marbel n'était pas venu l'aider pour les préparatifs de la soirée. Alors qu'Anna se préparait à conclure l'interrogatoire, elle se rappela de la photo de famille qu'elle avait vue plus tôt. Elle se dirigea vers le piano et prit le cadre contenant l'image de Charles et Geneva avec l'homme latino non identifié. « Pouvez-vous me dire qui est cette personne ?» demanda Anna, leur montrant la photo. Geneva jeta un coup d'œil à l'image sans vraiment la regarder. « C'est Félix, notre chauffeur. Enfin, ancien chauffeur. Il a pris sa retraite il y a quelques années. Quel est son nom complet? Félix Morales, dit Charles. Il a travaillé pour nous pendant environ 8 ans. Oh, Félix connaissait-il Marbel? Oh, oui, répondit Geneva. Il la conduisait de et vers la station de bus quand elle travaillait tard. Parfois, il l'aidait avec les tâches de nettoyage lourdes quand nous préparions des événements. Anna nota le nom de Félix et se tourna de nouveau vers Charles. J'ai besoin de savoir si vous avez tué Marbel Duarte. Charles sursauta comme s'il avait été giflé. Non, absolument pas. Je me souciais d'elle. Quand elle a disparu, j'étais dévasté, mais je ne pouvais rien faire sans détruire ma vie. Je vais avoir besoin que vous veniez tous les deux à la station demain pour faire des déclarations officielles, dit Anna. Alors qu'Anna quittait le manoir d'Elka, elle n'arrivait pas à se défaire de l'impression qu'elle venait d'assister à la destruction d'un mariage bâti sur des secrets. La question était de savoir si ces secrets incluaient un meurtre. Vous pensez que Charles cache quelque chose? Commentez ci-dessous. Anna trouvera-t-elle le meurtrier de Marbel et résoudra-t-elle l'affaire? Liquez la vidéo et continuez à regarder pour le découvrir. Anna obtint des mandats pour examiner les relevés bancaires de Charles datant d'octobre 1993. Ce qu'elle découvrit souleva de nouvelles questions sur son implication dans la mort de Marbel. Entre le 16 octobre et le 30 novembre 1993, Charles avait effectué 5 gros retraits en espèces totalisant 15 000 $. Lorsqu'Anna confronta Charles à propos de ses retraits en espèces lors de son deuxième interrogatoire, il devint visiblement mal à l'aise. « J'ai retiré cet argent à des fins commerciales, » dit-il, se déplaçant dans sa chaise en face d'Anna dans la salle d'interrogatoire. « Quelle sorte de fin commerciale nécessite 15 000 $ en espèces? Parfois, dans l'immobilier, vous devez payer des entrepreneurs ou des fournisseurs qui préfèrent être payés en espèces. » Anna poussa les relevés bancaires à travers la table. « Pouvez-vous fournir des reçus ou des documents pour ces dépenses peu commerciales? » Charles fixa les papiers pendant un long moment. « C'était il y a 5 ans. Je ne conserve pas ces documents indéfiniment. Monsieur Delca, des retraits en espèces de 15 000 $ juste après que votre prétendue maîtresse ait disparu, cela semble très suspect. Êtes-vous sûr de ne pas vouloir reconsidérer votre explication? » Charles se frotta les tempes comme s'il luttait contre un mal de tête. « Je comprends comment cela semble, détective, mais je n'ai pas tué Marbel. Ces retraits en espèces étaient pour des fins commerciales légitimes. » Anna était en train de revoir ses dossiers d'enquête lorsque le lieutenant Morrison la fit appeler dans son bureau. Morrison supervisait la division des homicides depuis 12 ans et donnait généralement une grande latitude à ses détectives pour mener leurs enquêtes. Mais Anna pouvait voir de l'inquiétude dans son expression. « Anna, j'ai reçu des appels au sujet de votre enquête sur les restes de Griffith Park. » « Quels appels ?» Le procureur de Charles Delcourt a contacté le chef ce matin. Apparemment, M. Delcourt estime qu'il est harcelé malgré sa coopération totale avec votre enquête. Anna sentit sa mâchoire se serrer. C'est le principal suspect dans une affaire de meurtre. Bien sûr, je vais l'enquêter en profondeur. Je comprends ça. Mais la famille Delcourt a des connexions importantes dans cette ville. Charles siège dans les conseils d'administration de 3 grandes associations caritatives et a fait d'importantes donations à des campagnes politiques. Nous devons nous assurer que notre enquête est absolument solide avant de poursuivre. Vous me demandez de lâcher l'affaire? Morrison leva la main. Je vous demande d'être prudente. Assurez-vous d'avoir des preuves concrètes avant de faire des arrestations.
La dernière chose dont ce département a besoin est un procès pour arrestation injustifiée contre une famille influente. Anna comprit le sous-entendu. La politique et l'argent pouvaient influencer les enquêtes policières, surtout lorsque des citoyens influents étaient impliqués. Elle aurait besoin de preuves irréfutables pour inculper Charles Delca pour meurtre. Anna était assise dans un booth en vinyle rouge au Mel's Diner sur Sunset Boulevard, mangeant un sandwich à la dinde, tout en révisant ses notes d'enquête de la semaine écoulée. L'enquête était au point mort. Personne ne signalait de conflit ou de comportement suspect, au-delà de l'inconfort évident de Charles pendant l'interrogatoire. Son téléphone portable sonna juste au moment où elle attrapait sa tasse de café. Détective Rivas, ici le docteur Kim au laboratoire. Anna se redressa sur son siège, sortant un stylo de la poche de sa veste. Qu'avez-vous trouvé? Le matériau sous les ongles de la victime a réagi positivement au sang, mais ce n'est pas le sang de la victime. Femme inconnue. Le profil ADN est complet, mais il n'est dans aucune de nos bases de données. Anna s'attendait à une avancée pendant l'appel, mais elle se retrouva avec encore plus de questions. Un échantillon de sang féminin? Charles n'est donc pas le meurtrier? Anna rassembla ses notes et laissa de l'argent pour l'addition. Elle poussa la porte en verre du diner et se dirigea vers sa Crown Victoria, non marquée dans le parking. Anna attrapa ses clés de voiture et remarqua une berline bleue garée à 3 places de distance, moteur en marche. Elle n'y aurait pas prêté attention si ce n'était pour le fait que le conducteur portait des lunettes de soleil et une casquette de baseball baissée sur son visage, bien qu'il soit assis à l'ombre. Anna fit semblant de chercher dans son sac à main, tout en observant la berline du coin de l'œil. Le conducteur tenait un journal, mais il n'avait pas tourné la page depuis qu'elle l'avait remarqué. Lorsqu'Anna se dirigea vers sa voiture, le journal se déplaça légèrement, tandis que le conducteur suivait son mouvement. Elle avait été flic assez longtemps pour reconnaître une surveillance quand elle en voyait une. Quelqu'un la surveillait, et il n'était pas particulièrement bon pour le cacher. Anna ouvrit la porte de sa voiture et s'assit derrière le volant, gardant des mouvements décontractés tout en notant la plaque d'immatriculation de la berline. Elle démarra le moteur et sortit lentement de la place de parking, vérifiant dans ses rétroviseurs si la berline allait la suivre. C'était le cas. Elle tourna délibérément dans une rue sans issue et se gara rapidement derrière une grande camionnette qui bloquait la vue depuis la route principale. Elle sortit son arme de service de son étui et attendit de voir ce que ferait son suiveur lorsqu'il réaliserait qu'ils avaient perdu tout contact visuel. La berline bleue s'avança lentement dans la rue résidentielle, son conducteur scrutant les numéros de maison et les voitures nagarées. Anna observa à travers les fenêtres de la camionnette, tandis que la berline se rapprochait de sa position. La tête du conducteur tournait de gauche à droite, alors qu'il cherchait sa Crown Victoria. Anna émergea de derrière la camionnette, son arme dégainée mais non levée. « Police !» éteignait le moteur et sortait du véhicule. Le conducteur abandonna sa voiture et courut vers la clôture, se déplaçant avec une agilité surprenante. Il escalada rapidement la barrière d'1,80 m et se laissa tomber dans le jardin d'une petite maison de l'autre côté. Anna atteignit la clôture quelques secondes plus tard, mais hésita avant de grimper. Poursuivre un suspect à pied sur une propriété privée nécessitait une équipe de soutien et une autorisation appropriée. Mais alors qu'elle se tenait là, évaluant ses options, elle remarqua quelque chose par terre près de la portière du conducteur de la berline. Une carte de visite blanche était tombée de la poche du conducteur fuyant. Anna la ramassa et lut « Réparation automobile, Morales, 2847 Witchebelvide, East LA ». Elle demanda à l'équipe de la scène de crime de traiter la berline abandonnée. Le lendemain, elle se rendit directement à l'adresse inscrite sur la carte de visite, arrivant devant un petit garage automobile coincé entre une laverie et un stand de tacos sur le boulevard Whittier. Les portes roulantes du garage étaient fermées malgré l'heure matinale où la plupart des commerces de réparation étaient encore en activité. Anna se gara de l'autre côté de la rue et observa le garage pendant plusieurs minutes. Aucune lumière n'était visible à travers les fenêtres sales et aucun client ne venait ni ne partait. L'endroit semblait complètement désert. Elle traversa la rue et tenta d'ouvrir la porte du bureau du garage, mais elle était fermée à clé. Cependant, en faisant le tour pour entrer par une porte latérale, elle constata que cette porte était légèrement entr'ouverte. Anna dégaina son arme et poussa la porte latérale lentement. L'intérieur du garage était sombre, à l'exception de la lumière filtrant à travers les fenêtres sales.
L'odeur d'huile moteur et de liquide de frein flottait lourdement dans l'air, mêlée à l'odeur métallique de l'équipement de soudure et de la rouille. Police! Il y a quelqu'un? Aucune réponse. Anna entra et laissa ses yeux s'ajuster à la faible luminosité. Sur un établi près du bureau, Anna aperçut une tasse en céramique avec de la vapeur s'élevant encore de sa surface. Quelqu'un avait été ici très récemment. Elle se dirigea vers le bureau, arme en main. Un bruit provenant de l'arrière du bâtiment la fit se figer. Anna se dirigea vers le bruit, restant près du mur et maintenant son arme levée. Le bruit venait de ce qui semblait être une zone de stockage ou une deuxième salle de travail derrière la zone principale du garage. C'est la police. Sortez les mains visibles. Le bruit cessa immédiatement, suivi du bruit d'une porte claquant. Anna courut vers l'arrière du bâtiment et trouva une issue de secours grande ouverte menant à une ruelle derrière le garage. Elle émergea dans la lumière vive du soleil et aperçut un homme courant vers le bout de la ruelle. Anna se lança à sa poursuite à pied, demandant à la radio l'arrivée de renforts pour encercler la zone. La ruelle se connectait à un dédale de rues étroites et de petits commerces où un suspect fuyant pouvait disparaître facilement. Mais l'homme qu'elle poursuivait n'était pas en très bonne forme physique. Il respirait fort après seulement 2 pâtés de maison et son rythme ralentissait considérablement, alors qu'Anna poursuivait sa course de manière constante. La poursuite se termina lorsque l'homme atteint une rue sans issue, bloquée par un mur de béton. Il se tourna pour faire face à Anna, les mains levées mais toujours défiant. « Il n'y a nulle part où fuir, Félix !» appela Anna en s'approchant avec son arme dégainée, mais pointée vers le bas. « Je veux juste te parler. » Félix appuya son dos contre le mur de béton, les mains levées, mais ses yeux fouillaient gauche et droite, comme s'il cherchait encore des routes d'évasion. Il était plus vieux que ce qu'Anna avait imaginé, peut-être 55 ans, avec des cheveux grisonnants et des mains calleuses qui trahissaient des décennies de travail avec des outils. « Tu es en train d'envahir ma propriété, » dit-il. « Ta propriété finit à la clôture. C'est une propriété municipale. » Anna s'approche, gardant son arme visible mais sans menace. « Pourquoi as-tu couru quand j'ai appelé ton nom ?»« Je n'ai pas à parler à la police sans avocat. » Anna observa le visage de Félix, notant la peur dans ses yeux, et la façon dont il jetait des regards vers la clôture, comme s'il envisageait une nouvelle fuite. Son comportement confirma la suspicion d'Anna. Il savait exactement pourquoi elle voulait l'interroger. « Tu n'es pas sous arrestation, Félix. J'ai juste quelques questions sur tes anciens employeurs, la famille Delacroix. » L'expression de Félix changea au mentionner le nom Delacroix. La peur dans ses yeux s'intensifia, mais elle fut accompagnée de quelque chose d'autre. La résignation, comme s'il attendait cette conversation depuis des années. « Je ne travaille plus pour eux, » dit Félix. « Je suis retraité depuis 2 ans. »« Je sais ça, mais tu as travaillé pour eux en 1993, lorsqu'une jeune femme nommée Marbelle Duarte était employée ici comme femme de ménage. » Les mains de Félix tremblèrent légèrement, mais il maintint le contact visuel avec Anna. « Je ne me souviens pas de chaque personne qui a travaillé dans cette maison. Beaucoup de gens sont venus et partis. » Anna rangea son arme et sortit son carnet, espérant qu'une approche moins menaçante inciterait Félix à parler. « Marbelle Duarte a disparu le 15 octobre 1993. » Elle s'approcha. « Nous avons retrouvé ses restes. » Félix trembla un peu, mais ne détourna pas les yeux. « Félix, je peux t'arrêter maintenant sur la base des preuves physiques te liant au meurtre de Marbelle, ou tu peux venir avec moi volontairement, et nous pouvons en discuter comme des gens raisonnables. » Félix s'écarta du mur et commença à marcher vers la clôture. « Cela fait 5 ans que j'attends que quelqu'un me pose des questions à propos de cette nuit-là. 5 ans à regarder par-dessus mon épaule, me demandant quand les flics allaient enfin comprendre. » 2 heures plus tard, Félix Morales était assis en face d'Anna, dans la salle d'interrogatoire numéro 3 au siège de la LAPD. Anna ouvrit le dossier de Marbelle et posa les photos de la scène de crime face cachée sur la table entre eux. Elle voulait construire son dossier méthodiquement, établissant la connexion de Félix avec la victime avant de l'affronter avec les preuves physiques. Commençons par ton historique d'emploi. Tu as travaillé pour Charles et Geneva Delacroix comme chauffeur et bricoleur de 1991 à 1996. C'est exact? Oui, c'est ça. Pendant cette période, tu as dû interagir avec d'autres employés de maison, y compris des femmes de ménage et des cuisiniers. Félix se déplaça dans sa chaise. Parfois, surtout, je m'occupais de mes affaires. Anna tourna les pages de ses notes. «
Te souviens-tu d'une femme de ménage nommée Marbel Duarte qui a travaillé là en 1993? Peut-être. Comme je l'ai dit avant, beaucoup de gens ont travaillé dans cette maison au fil des ans. La famille Delacroix parle beaucoup de toi lorsque je les ai interrogés. Ils ont dit que tu étais fiable, digne de confiance, quelqu'un à qui ils se confiaient. Anna se pencha légèrement en avant. Cela signifie que vous auriez été au courant des problèmes dans la maison, des conflits entre les membres de la famille et les employés. Anna tourna les photos de la scène de crime face visible, montrant à Félix les restes squelettiques tels qu'ils avaient été découverts dans la fosse peu profonde. C'est ainsi que nous avons trouvé Marbel, enterrée dans des bâches plastiques, oubliée dans les bois pendant 5 ans, pendant que sa sœur se demandait ce qui lui était arrivé. Félix jeta un coup d'œil aux photographies, puis détourna rapidement les yeux. Carmen Duarte avait 17 ans lorsque sa sœur a disparu. Elle a passé les 5 dernières années sans savoir si Marbel était vivante ou morte, ayant peur d'appeler la police à cause de son statut d'immigration. La voix d'Anna se durcit. Humbel travaillait à plusieurs emplois pour permettre à Carmen de terminer le lycée, envoyer de l'argent à leur mère au Mexique, construire un avenir pour sa famille. Quelqu'un a pris tout cela en un seul coup porté à son crâne. Les mains de Félix tremblaient visiblement maintenant. Je ne voulais pas que personne ne soit blessé. Anna sentit que Félix était sur le point de craquer. Que voulez-vous dire par « Je ne voulais pas que personne ne soit blessé » Aquin. Félix se rattrapa avant de dire davantage. Je veux dire, je suis désolé que la fille soit morte, mais je ne sais rien de ce qui s'est passé. Le détective Ray Morrison frappa à la porte de la salle d'interrogatoire et fit signe à Anna de sortir. Elle arrêta l'enregistrement et rejoignit Morrison dans le couloir. « Comment ça se passe là-dedans » demanda Morrison. « Il est proche de craquer. Les preuves physiques l'ont perturbé. C'est bien parce qu'on a un problème. Le neveu de Félix a appelé, il le cherche. Il dit qu'il était censé aller chercher ses enfants à l'école et qu'il ne s'est pas présenté. » Anna sentit la frustration monter en elle. « J'ai besoin de plus de temps avec lui. Il est sur le point de confesser. Vous avez peut-être encore 1 heure avant que son avocat n'arrive et n'interrompe l'interrogatoire. Faites en sorte que ça compte. » Anna retourna dans la salle d'interrogatoire et redémarra l'enregistrement. Félix avait l'air encore plus nerveux qu'auparavant, comme si la pause lui avait donné le temps de réfléchir aux ennuis auxquels il faisait face. « Félix, mon superviseur vient de m'informer que votre famille vous cherche. Il s'inquiète parce que vous n'êtes pas allé chercher vos enfants à l'école. » Les yeux de Félix s'écarquillèrent. « Mes enfants, est-ce qu'ils vont bien ?»« Ils vont bien. Votre neveu les a avec lui, mais cette situation va affecter toute votre famille si nous ne la résolvons pas rapidement. » Anna se rassembla et s'assit à nouveau en face de Félix. « Aidez-moi à comprendre ce qui est arrivé à Marbel et nous pourrons trouver un arrangement pour protéger votre famille. » Félix mit sa tête dans ses mains. Lorsqu'il releva les yeux, ses yeux étaient remplis de larmes. « Vous ne comprenez pas. Si je vous dis ce qui s'est vraiment passé, ils détruiront ma famille, tout comme ils ont menacé de le faire il y a 5 ans. » Anna sentit l'adrénaline monter en elle. Félix venait d'admettre qu'il savait ce qui était réellement arrivé à Marbel. « Qui vous a menacé, Félix? Qui vous a fait garder le silence pendant toutes ces années ?» Félix fixa le rapport des preuves de sang, son corps tout entier tremblant maintenant. « Je ne peux pas. J'ai des enfants, des petits-enfants. Vous ne savez pas ce dont ces gens sont capables. Je sais ce dont ils sont capables. Ils ont tué une femme innocente et vous ont fait aider à couvrir cela. Mais ils ne peuvent pas vous faire de mal s'ils sont en prison. » Félix resta silencieux pendant un long moment, luttant avec une décision qu'il semblait avoir évitée pendant 5 ans. Finalement, il leva les yeux vers Anna avec résignation dans les yeux. « Si je vous dis la vérité, vous devez promettre de protéger ma famille. Je promets que nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour garder votre famille en sécurité. Mais j'ai besoin que vous me disiez ce qui est arrivé à Marbel Duarte le 15 octobre 1993. » Félix prit une profonde inspiration, comme s'il se préparait à plonger dans de l'eau trop profonde pour en voir le fond. « Ce n'est pas Monsieur Charles qui l'a tué, » commença Félix, sa voix à peine un murmure. « Tout le monde va penser que c'était lui à cause de l'affaire, mais ce n'était pas lui. » Le pouls d'Anna s'accéléra. « Qui c'était, Félix ?» Félix croisa son regard, et Anna vit 5 ans de culpabilité et de peur dans son expression. « C'était Madame Geneva. Elle a découvert l'affaire et est devenue folle. Elle a tué cette pauvre fille de ses mains nues. »
La confession de Félix pesa dans l'air entre eux, comme une présence physique. Anna se força à rester calme et professionnelle, même si chaque instinct lui disait de presser pour obtenir des détails immédiats. Félix, j'ai besoin que vous me disiez exactement ce qui s'est passé le 15 octobre 1993. Félix essuya le visage avec sa manche et fixa la table pendant un moment, rassemblant le courage de revenir sur la nuit qui le hantait depuis 5 ans. Madame Geneva a trouvé une lettre dans la poche de la veste de Monsieur Charles ce matin-là, commença Félix, sa voix à peine audible. Une lettre d'amour de Hembel. Des mots très romantiques sur combien elle tenait à lui et comment elle espérait qu'ils pourraient être ensemble un jour. Anna prit des notes pendant que Félix parlait, faisant attention de ne pas interrompre son flux de mémoire. J'étais en train de laver la voiture de Monsieur Charles dans l'allée quand j'ai entendu Madame Geneva crier dans la maison. Au début, j'ai pensé qu'elle s'était blessée, mais ensuite ça a empiré. Anna sentit qu'il y avait plus dans l'histoire que ce que Félix révélait. Où était Monsieur Charles pendant ce temps? Il est parti pour son bureau vers midi. Il a dit qu'il avait des réunions toute la journée et qu'il ne reviendrait que tard. Madame Geneva a attendu que sa voiture parte. Ensuite, elle a commencé à marcher dans la maison comme un animal en cage. Félix se leva et marcha jusqu'au coin de la salle d'interrogatoire, comme si les souvenirs étaient trop douloureux pour être affrontés en restant assis. Hembel est arrivée le soir. Je voulais la prévenir, mais Madame Geneva m'a dit de fermer ma bouche ou elle appellerait l'immigration et ferait expulser moi et ma famille entière. Ma plus jeune fille n'avait que 8 ans à l'époque. Je ne pouvais pas prendre ce risque. Félix retourna à sa chaise et continua sa confession, sa voix devenant plus forte comme si partager le fardeau lui donnait de la force. Madame Geneva a attendu que Marbel ait fini de nettoyer le rez-de-chaussée, puis lui a demandé de venir dans la bibliothèque pour discuter de changements dans son emploi du temps. C'est là que Madame Geneva a recommencé à crier. Elle a traité Hembel de briseuse de ménage. Elle a dit qu'elle n'était qu'une immigrée avide d'or qui essayait de détruire une bonne famille. La voix de Félix se brisa alors qu'il atteignait la partie la plus difficile de son histoire. Madame Geneva a pris ce lourd candélabre en laiton de la cheminée. Au début, j'ai pensé qu'elle essayait juste de faire peur à Marbel, mais ensuite elle l'a balancé sur sa tête. Marbel a essayé de se baisser, mais le candélabre l'a frappé juste au-dessus de l'oreille. Hembel est tombé et a heurté sa tête contre le manteau de la cheminée. Il y avait du sang partout. Madame Geneva est juste restée là, tenant le candélabre, regardant ce qu'elle avait fait comme si elle n'en revenait pas. Félix essuya ses yeux et continua. J'ai couru depuis la salle à manger et j'ai vérifié Marbel, mais elle était déjà partie. Il n'y avait rien que je puisse faire pour l'aider. Anna prit des notes soigneusement sur le calendrier et le lieu du meurtre. Que fit Madame Geneva après cela? Elle m'a dit de m'en occuper ou elle s'assurerait que ma famille paierait pour ce qui s'était passé. Madame Geneva m'a fait envelopper Marbel dans des bâches plastiques du garage, puis la charger dans le coffre de mon camion. Elle a dit qu'il fallait l'emmener loin d'ici, là où personne ne pourrait jamais la retrouver. Anna avait la confession dont elle avait besoin, mais elle avait encore besoin de preuves corroborantes pour soutenir le récit de Félix et construire un dossier contre Geneva Delcourt. Le sang sous les ongles de Hembel correspondrait à l'ADN de Geneva si Félix disait la vérité. Mais Anna avait besoin de plus que de simples preuves biologiques pour garantir une condamnation. Félix, j'ai besoin que vous m'aidiez à prouver que Geneva a tué Marbel. Êtes-vous prêt à témoigner contre elle devant le tribunal? Félix hocha lentement la tête. J'ai porté ce secret pendant 5 ans. Il est temps que cette pauvre fille obtienne justice et que Madame Geneva paye pour ce qu'elle a fait. Anna rencontra l'ADA Sarah Wilson pour examiner le dossier de preuves qu'elles avaient rassemblé contre Geneva Delcourt. La combinaison de la confession de Félix, des dossiers financiers et des documents médicaux constituait un dossier solide, mais elles devaient soigneusement planifier leur stratégie d'arrestation. Anna organisa pour que le docteur Kim accélère l'analyse ADN, comparant les dossiers médicaux de Geneva avec le sang trouvé sous les ongles de Marbel. La comparaison nécessiterait un échantillon de sang frais de Geneva qu'elle pourrait obtenir pendant le processus d'enregistrement. Si le sang correspond, nous aurons une preuve irréfutable que Geneva a lutté avec Marbel pendant le meurtre, expliqua le docteur Kim. Combiné avec la confession de Félix et les preuves financières, cela devrait suffire à garantir une condamnation. Le matin de l'arrestation,
Anna vérifia son arme de service et ses menottes, puis se dirigea vers Beverly Hills, sachant qu'elle était sur le point d'arrêter l'une des plus grandes figures sociales de la ville pour meurtre. Geneva Delacroix avait passé 5 ans à croire qu'elle avait commis le crime parfait, utilisant la peur et l'intimidation pour faire taire le seul témoin qui pouvait la compromettre. Mais les preuves sanguines ne mentent pas. Les dossiers financiers ne peuvent pas être intimidés. Et finalement, la vérité avait été reconstituée grâce à un travail minutieux de la police. Alors qu'Anna se garait devant l'hôtel Beverly Hills, elle pensa au rêve de Marbel Duarte de ramener sa mère en Amérique et d'ouvrir son propre commerce. Ses rêves avaient été détruits par un instant de rage d'une femme qui ne pouvait accepter que sa vie parfaite reposait sur les mensonges de son mari. Mais au moins, maintenant, Marbel obtiendrait la justice qu'elle méritait, et Carmen pourrait enfin savoir ce qui était arrivé à sa sœur bien-aimée. Le grand ballroom de l'hôtel Beverly Hills bourdonnait de conversations polies alors que l'élite sociale de Los Angeles se réunissait pour le déjeuner de la Children's Hospital Foundation. Des lustres en cristal projetaient une lumière chaleureuse sur des tables recouvertes de nappes blanches. Chaque centre de table était un bouquet soigneusement arrangé de roses et de lys qui coûtait plus que ce que la plupart des gens gagnent en une semaine. Geneva Delacroix était assise à la table d'honneur, resplendissante dans un costume Chanel bleu marine qui complétait le collier en saphir que Charles lui avait offert pour leur 20e anniversaire de mariage. Elle souriait gracieusement aux autres membres du conseil qui discutaient des plans pour le prochain gala de la Fondation, comme si elle ne passait pas les 5 dernières années à vivre avec le secret d'un meurtre. Anna entra par l'entrée principale du ballroom, son badge affiché de manière bien visible sur sa veste. Les conversations autour des tables voisines se calmèrent progressivement à mesure que les invités remarquaient sa présence. Les policiers dans les déjeuners de charité signifient généralement qu'un sac à main a été volé au vestiaire, pas l'arrestation d'un membre du conseil pour homicide. Anna marche directement vers la table d'honneur, ses pas résonnant sur le sol en marbre. Geneva leva les yeux de sa conversation avec le président de la fondation, et pendant un instant, Anna vit la peur traverser ses traits parfaitement composés. Geneva Delacroix. La voix d'Anna résonna clairement dans le ballroom désormais silencieux. Oui, la réponse de Geneva fut stable, mais sa main trembla légèrement alors qu'elle saisissait son verre d'eau. Anna sortit ses menottes et les tint discrètement à ses côtés. Vous êtes sous arrestation pour le meurtre de Marbel Duarte. Le silence qui suivit fut total. 300 des citoyens les plus influents de Los Angeles regardaient, stupéfaits, tandis que l'une des leurs faisait face à des accusations d'avoir tué sa femme de ménage. Le monde soigneusement construit de Geneva s'effondrait devant les mêmes personnes qui avaient admiré son travail caritatif et sa grâce sociale pendant des décennies. Le calme de Geneva se brisa finalement. Elle regarda autour du ballroom les visages qu'elle reconnaissait. Des membres du conseil, des donateurs politiques, des amis sociaux qui avaient assisté à ses dîners et soutenu ses causes caritatives. Le poids de leurs regards semblait écraser ce qui restait de sa dignité. Ce sont des absurdités, dit Geneva, sa voix montant en hauteur, portant dans la pièce silencieuse. Je ne sais pas ce que vous croyez faire, mais c'est du harcèlement. Mon mari entendra parler de ça, et tout le monde ici dans cette ville aussi. Anna s'approche de la table. Madame Della, vous pouvez rendre ça facile ou difficile, mais vous viendrez avec moi de toute façon. Geneva se leva brusquement, sa chaise tombant en arrière. Vous n'avez aucune idée de qui vous êtes en train de traiter. J'ai des amis au bureau du maire, au commissariat de police, au bureau du procureur. Cette arrestation détruira votre carrière. Mais même lorsque Geneva faisait ses menaces, Anna pouvait voir la peur dans ses yeux. La femme qui avait tué Marbel Duarte et terrorisé Félix Morales pour le garder silencieux faisait enfin face aux conséquences de ses actes. Anna se déplaça derrière Geneva et lui mit doucement les menottes. Alors qu'Anna lui récitait ses droits à Miranda, Geneva commença à hyperventiler. La réalité de sa situation s'enfonçait en elle. Sa réputation, construite sur des décennies de cultivation minutieuse, se désintégrait en temps réel. « Vous ne comprenez pas, dit Geneva, sa voix se brisant. C'était un accident. La fille m'a attaqué la première. Je me défendais dans ma propre maison. Anna poursuivit la procédure d'arrestation pendant que Geneva parlait, notant que la suspecte changeait déjà son histoire, passant d'un déni complet à des revendications de légitime défense. Elle essayait de détruire mon mariage, ma famille. Elle a séduit mon mari
et a eu l'audace de me dire qu'elle méritait d'être traitée avec respect. Je voulais juste qu'elle nous laisse tranquilles. La foule du ballroom écoutait, fascinée, tandis que Geneva faisait une confession partielle du crime, sans savoir que ses paroles étaient enregistrées par le microphone dissimulé d'Anna. Anna guida Geneva vers la sortie du ballroom pendant que la sécurité de l'hôtel dégageait un passage parmi la foule de spectateurs. Des téléphones portables apparurent alors que les invités commençaient à documenter l'arrestation de l'un de leurs membres les plus en vue. « Ça va tout détruire », murmura Geneva alors qu'elle marchait. Anna ne ressentit aucune sympathie pour les préoccupations de Geneva concernant sa réputation. « Vous auriez dû y penser avant de tuer une femme innocente et de l'enterrer dans les bois. » Charles Delcois arriva à la station de police 2 heures après l'arrestation de sa femme, accompagné de l'avocat de la défense pénale le plus cher de Los Angeles. Anna observa à travers la fenêtre de la salle d'interrogatoire, tandis que Charles parlait avec Geneva pour la première fois depuis qu'il avait appris la vérité sur la mort de Marbel. Les retrouvailles n'étaient pas ce qu'Anna avait attendu. Au lieu d'offrir son soutien et son réconfort, Charles s'assit en face de Geneva avec une expression d'horreur et de stupéfaction. Leur conversation, bien que privée, était clairement émotionnelle et animée. Lorsque Charles sortit de la salle 20 minutes plus tard, son visage était pâle et ses mains tremblaient. Il s'approche d'Anna dans le couloir, juste à l'extérieur des salles d'interrogatoire. « Est-ce vrai? Est-ce qu'elle a vraiment tué Marbel ?» Anna observa l'expression de Charles, voyant un véritable choc dans ses yeux. « Nous avons des preuves substantielles que votre femme a tué Marbel Duarte le 15 octobre 1993 et a forcé Félix Morales à l'aider à se débarrasser du corps. » Charles se laissa aller contre le mur, comme si ses jambes ne pouvaient plus soutenir son poids. « Je pensais que Marbel avait juste disparu. J'ai passé des semaines à me demander si elle était en sécurité, si elle avait trouvé du travail ailleurs, si elle était retournée au Mexique. » Charles ferma les yeux et se frotta les tempes. Anna pouvait voir la véritable angoisse dans sa réaction. Quelles que soient ses fautes en tant que mari, il n'avait pas été impliqué dans le meurtre de Marbel ni dans le couvert. « Monsieur de la Croya, votre femme aura besoin d'une aide juridique significative. Êtes-vous prêt à la soutenir dans ce processus ?» Charles regarda la salle d'interrogatoire où Geneva rencontrait son avocat. « Je ne sais pas si je peux. Chaque fois que je la regarde, je vais penser à ce qu'elle a fait à cette pauvre fille. Comment vivre avec quelqu'un qui est capable de meurtre ?» Le docteur Kim appela Anna 3 jours plus tard avec les résultats de la comparaison ADN. « Le test ADN est concluant », annonça le docteur Kim. « Le sang sous les ongles de la victime appartient à Geneva Delcois. Il n'y a aucune possibilité d'erreur de laboratoire ou de contamination. La preuve ADN a éliminé tout doute restant sur la culpabilité de Geneva. » Combiné à la confession de Félix, au dossier financier et à la documentation médicale, l'accusation avait constitué un dossier accablant contre la femme qui avait tué Marbel Duarte. Le procès débuta 1 mois après l'arrestation de Geneva, attirant une attention médiatique importante en raison des circonstances dramatiques de l'affaire. L'accusation présenta méthodiquement ses preuves, en commençant par la découverte des restes de Marbel et en développant les éléments jusqu'à la confession de Félix et les preuves physiques corroborantes. Carmen témoigna de la vie et des rêves de sa sœur, décrivant comment Marbel avait occupé plusieurs emplois pour soutenir sa famille et payer les études de Carmen. Son témoignage était émotionnel mais maîtrisé, peignant un tableau vivant de la vie que Geneva avait détruite. « Ma sœur voulait ramener notre mère du Mexique et ouvrir un petit restaurant », dit Carmen au jury. Elle prenait des cours d'anglais le soir et économisait chaque dollar qu'elle pouvait. Elle parlait d'acheter une maison un jour, où toute notre famille pourrait vivre ensemble. La voix de Carmen se brisa alors qu'elle décrivait les 5 années passées, à ne pas savoir si Marbel était vivante ou morte. Le témoignage de Félix fut le point culminant émotionnel du procès. Il décrivit en détail comment Geneva avait tué Marbel dans une rage liée à l'affaire, puis l'avait forcé à aider à se débarrasser du corps en le menaçant de faire du mal à sa famille. Elle m'a dit que si je parlais de ce qui s'était passé, elle ferait en sorte que mes enfants et mes petits-enfants souffrent, dit Félix, les larmes coulant sur son visage. J'avais peur pendant 5 ans, mais je ne pouvais pas vivre en restant silencieux pendant que la famille de cette pauvre fille se demandait ce qui lui était arrivé. Le jury délibéra moins de 6 heures avant de rendre un verdict de culpabilité pour meurtre au 1er degré
et complot pour dissimuler un crime. Geneva ne montra aucune émotion lorsque le verdict fut prononcé, mais les observateurs notèrent que ses mains tremblaient. Le juge Williams condamna Geneva à la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle, soulignant la nature préméditée de la dissimulation et la froideur extrême que Geneva avait montrée envers la famille de la victime. La défendresse n'a pas seulement commis un meurtre, mais elle a passé 5 ans à regarder la famille de la victime souffrir tout en dissimulant son implication dans le crime. Ce niveau de tromperie calculée démontre un manque total de remords ou de compassion humaine. Félix Morales reçut une peine de 5 ans avec sursis en échange de sa coopération avec l'accusation. Le juge Williams nota que bien que les actions de Félix pour dissimuler le crime fussent graves, sa décision finale de dire la vérité avait été cruciale pour obtenir justice pour Marbel. 3 semaines après la condamnation de Geneva, Anna et Carmen se tenaient ensemble sur la tombe de Marbel au cimetière de la Résurrection. La pierre tombale était une simple plaque de granit noir gravée du nom de Marbel, des dates de naissance et de décès, et des mots « sœur » et « fille bien-aimée » en anglais et en espagnol. « Je n'arrête pas de penser à toutes les choses qu'elle a ratées », dit Carmen, s'agenouillant pour arranger les fleurs autour de la pierre tombale. « Elle ne m'a jamais vu obtenir mon diplôme universitaire. On ne pourra jamais ramener notre mère pour vivre en Amérique comme elle le voulait. » Anna resta silencieuse pendant que Carmen parlait à la tombe de sa sœur, partageant des nouvelles familiales et exprimant l'amour qu'elle n'avait jamais cessé de ressentir malgré 5 années d'incertitude. « Je suis désolée qu'il ait fallu autant de temps pour découvrir ce qui t'est arrivé, » murmura Carmen. « J'aurais dû insister davantage, poser plus de questions, appeler la police même si j'avais peur. » Anna s'agenouilla près de Carmen et posa une main sur son épaule. « Ta sœur ne voudrait pas que tu te reproches cela. Elle voudrait que tu vives la vie qu'elle travaillait si dur à rendre possible. » Carmen essuya ses larmes et se leva, jetant un dernier regard sur la tombe. « Penses-tu qu'elle puisse reposer en paix maintenant que son meurtrier est en prison ?» Anna réfléchit soigneusement à la question. « Je pense qu'elle serait fière de la façon dont tu t'es battue pour lui rendre justice. » Alors qu'elle se dirigeait vers la sortie du cimetière, Carmen demanda à Anna des informations sur d'autres affaires non résolues concernant des immigrants disparus et des personnes marginalisées. « Il y en a trop, » admit Anna. « Des gens qui disparaissent sans que personne ne dépose de plainte, des affaires qui ne reçoivent pas l'attention qu'elles méritent parce que les victimes n'ont pas de famille puissante ou de connexion politique. » Carmen s'arrêta et se tourna vers Anna. « Peut-être que ça doit changer. Peut-être qu'il devrait y avoir quelqu'un spécifiquement chargé de s'occuper des gens comme ma sœur, des gens qui n'ont pas de voix dans le système. »« Ça semble être un travail important, » dit Anna. « Ta sœur serait fière si tu décidais de poursuivre quelque chose comme ça. » Carmen sourit pour la première fois depuis qu'Anna l'avait rencontrée. Elle disait toujours que j'étais plus intelligente qu'elle, que je devrais utiliser mon éducation pour aider les gens. Peut-être que c'est ce qu'elle voulait dire. Après avoir quitté le cimetière, Anna se gara dans le parking de la station de police et resta un moment dans sa voiture, réfléchissant à l'affaire qui avait occupé 6 mois de sa vie. L'enquête l'avait menée d'une fosse peu profonde à Griffith Park jusqu'au plus haut niveau de la société de Los Angeles, révélant que l'argent et l'influence ne pouvaient finalement pas protéger quelqu'un des conséquences de ses actes. La douleur de Geneva avait été réelle, même si sa réaction avait été impardonnable. Mais comprendre le motif ne diminuait pas le crime. Quelle que soit la souffrance de Geneva, cela ne justifiait pas de prendre une vie. Marbel Duarte pouvait enfin reposer en paix, sachant que sa mort n'avait pas été oubliée. La justice avait été rendue, même si elle avait mis 5 ans à arriver.